Merci de nous recevoir chez vous sur World TV. Il est 13h, c'est parti pour cette édition. Voici les titres. Bataille autour du canal de la mairie de Rufisque. La ville et la commune du Nord s'accusent mutuellement de gestion par procuration des lieux. Grève totale à l'appel du QCMC et du Grand Cadre ce vendredi. Les syndicats d'enseignants qui imputent la responsabilité de la crise scolaire à l'État exigent le respect des accords signés. Dialogue national annoncé pour ce 28 mai. L'opposition se désole du débat autour de la question des retrouvailles et attend d'y voir plus clair pour se prononcer. La question de Karim Wade ne peut pas être exclue du dialogue national selon une partie de la société civile. À suivre dans ce journal l'actualité internationale, le journal des sports, plus la revue de la presse qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La bataille pour le contrôle du canal opposant la mairie de la ville à la commune du Nord se poursuit par presse interposée. Les deux parties réclament la paternité du canal. Pire, chaque partie accuse l'autre de gérer sa collectivité par procuration. Plus d'éclaircissement avec Najib Sagna. La bataille pour le contrôle d'une partie du canal fait rage entre la commune du Nord et le maire de la ville de Rufisque. Après les coups de poing, c'est par presse interposée que les différentes parties se jettent des mots. C'est d'abord la commune du Nord qui soutient que l'ouvrage en question est dans le périmètre communal. Ils sont venus intervenir au niveau de notre limite territoriale, c'est-à-dire au niveau du Nord, pour essayer de déguerpir les commerçants. Dans le découpage, le canal appartient au Nord. Donc on ne peut pas accepter des gens venir au niveau du Nord sans que nous soyons informés, déguerpir ou procéder à des ajustements qui sont à l'encontre des intérêts de notre collectivité. Pour la ville de Rufisque, l'article 70 du Code sur la décentralisation leur attribue l'ouvrage. Je les renvoie à l'article 180 du Code général des collectivités locales qui donne compétence à la ville toutes les questions liées à la voirie. Le canal en question, nous le savons tous, c'est un équipement commandité par l'État et qui n'est pas encore réfectionné. Je m'étonne que la commune de Rufisque-Nord puisse donner des autorisations d'occuper à des marchands alors que l'équipement n'est pas encore réfectionné. Au Nord, on soutient que c'est le fils du maire, Adam Magnan, qui est le responsable de tous les problèmes. En fait, le maire fait une gestion familiale de la mairie. Le fils du maire, en l'occurrence Adam Magnan, ses agissements, il les met partout. Mais Rufisque a élu le maire d'Aoudénian, mais pas son fils. Mais c'est son fils, au contraire, qui s'arroge de tous les pouvoirs, ce qui n'est pas normal. Et nous savons comment Daouda a été élu. C'est le maire qui est illégitime. Il n'a bénéficié que des miettes de petits pouvoirs pour accéder aujourd'hui à la mairie supérieure. La réponse tant attendue de la ville est tombée et le porte-parole du maire pense que le maire de la commune du Nord est un maire délégué et qui n'a aucun pouvoir. C'est Badran Mamassène qui gère la commune du Nord. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est un maire délégué qui est là, qui attend que son mentor, certaines décisions majeures ne sont jamais prises par le maire de Nord sans concertation avec son mentor. Comme à la borne Fontaine, les deux camps s'opposent en chiffonnier pour contrôler le fameux canal de Rufisque. Rufisque Najib Sagna, télévision Alfadjri. Justin, parlons toujours de cadre de vie avec cette insalubrité notée au marché de Djola. Les commerçants dénoncent les manœuvres des autorités municipales qui s'adonnent à un jeu de ping-pong avec eux tout en les soumettant à des surtaxes qui sont jugées injustes. Ils crient leur désarroi dans ce reportage de Théodore Semedo. Le marché Le Djola de Pikine est sale et inaccessible à cause des eaux usées stagnantes qui inondent en permanence la principale voie d'accès, ce qui plombe les activités des commerçants, dont plus particulièrement les femmes. C'est une situation critique, une situation d'insalubrité d'abord. Il y a de l'eau des fosses qui se déverse sur nous du 1er au 31. Les agents des services d'hygiène étaient venus ici pour nous parler de l'Ebola, alors que ce qu'il y a ici, c'est plus que l'Ebola. La discrimination dans le paiement des taxes d'entrée, la vétusté de leur espace de travail, le jeu de ping-pong entre autorités municipales de Pikine, de Dalifort et la direction du marché pour l'entretien de leur espace de travail irrite également ces commerçants
qui crient au secours. Une situation de surtaxe. On payait nos camions à 13 000 francs actuellement, on paye par carton, ce qui est anormal. Mais quant aux taxes de stationnement, si on leur paye, on doit payer comme au même titre que les mareyeurs. Il y a une discrimination énorme. Au niveau de Dalifort, ils récoltent nos collectes, mais ils ne font rien. Il y a une négligence quelque part. On nous a marginalisés. Le marché central aux poissons appartient à la primature. Donc, un démembrement du marché ne doit pas être transféré à la commune de Dalifort. Ce n'est pas normal, c'est anormal. On traverse vraiment une crise qu'on ne peut même pas vraiment décrire. Parce qu'on nous fait payer des taxes. À la porte, on nous fait payer des taxes. À nos places aussi, on paye des taxes. On paye 2 taxes qui ne sont pas vraiment raisonnables. Je ne sais pas si c'est la direction ou bien si c'est la mairie ou bien si c'est la primature. De toutes les façons, le directeur devait venir nous rencontrer en même temps que le maire de Dalifort, qu'il nous rencontre, qu'on leur dise nos problèmes. Ces commerçants du marché Le Diola qui se sentent laissés en rade par les autorités demandent à ces derniers d'avoir plus de considération à leur égard. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Éducation dans ce journal, le QCM, c'est le grand cadre, impute la responsabilité de la crise scolaire à l'État du Sénégal. Les syndicalistes exigent ainsi le respect des accords signés et comptent même poursuivre leur plan d'action. Une grève totale a d'ailleurs été annoncée ce vendredi. Un reportage de Birama Ndiaye. Le QCEMS et le grand cadre imputent la responsabilité de la crise scolaire à l'État du Sénégal et exigent le respect des accords consignés dans le protocole de février 2014. Les autorités, en ne matérialisant pas les accords réalistes et réalisables, selon leurs propres termes, sont entièrement et exclusivement responsables de la crise dans le système éducatif. Pour masquer leurs carences et abuser l'opinion, elles orchestrent une vaste campagne de communication pour intoxiquer l'opinion et la retourner contre les enseignants. Au lieu d'honorer leurs paroles, elles se répandent en menaces et intimidations dont nous n'avons cure. Ces enseignants dénoncent la dilapidation des ressources pour des futilités, disent-ils. Même si des promesses ont été faites, la confiance est rompue. Les mêmes promesses répétées et rabâchées par les plus hautes autorités n'ont jamais été honorées. Pourtant, dans la même période, des ressources ont été dilapidées pour des futilités. Création d'institutions budgétivores et inutiles pour caser une clientèle politique parasitaire, campagne pour le oui lors du référendum, renoncement suspect à des recettes fiscales avec des remises gracieuses injustifiées. Pas plus tard qu'hier, 12 milliards de nos francs ont été offerts à un supposé homme d'affaires au titre de dédommagement pour un préjudice dont personne n'est convaincu. Donc, que personne ne convoque le manque de moyens pour tenter de justifier la non-matérialisation des accords. Ces syndicats continuent de réclamer la matérialisation des accords signés. Ils prennent l'opinion à témoin et invitent leurs camarades à poursuivre le combat. Le QCEMS et le grand cadre alertent l'opinion quant aux conséquences fâcheuses qui pourraient découler de cette posture irresponsable des autorités. Ils invitent tous les militants et militantes, les sympathisantes et sympathisants à redoubler de vigilance et de mobilisation pour contraindre le gouvernement à respecter enfin ses engagements. Ce jeudi 19, débrayage à 9h plus une assemblée générale et une grève totale prévue ce vendredi 20 mai dans tout le pays. Déficit d'eau, d'électricité et absence de postes de santé sont entre autres les difficultés qui plombent le quotidien des populations de Sile. Les chefs religieux ont profité de la cérémonie officielle du Magal de Serigne Alioune Sy pour dénoncer les manquements. Suivons cette correspondance depuis Mbacké de El Bachir Omar. Le Magal de Serigne Alioune Sy a été célébré à Sile, une localité située dans le département de Koupentoum, région de Tambacounda. Au cours de la cérémonie officielle, la famille a rétroqué les difficultés rencontrées par les populations de cette localité. De ce fait, les autorités religieuses ont remis au préfet du département qui était présent un
dont on peut retenir un manque d'eau, d'électricité, de postes de santé. Serigne Mourtada Sy est le porte-parole de la famille. Nous l'écoutons. fii ci réew mi ci tund bi nekk muy tund Bambouk bi ndox dafay war a am ndax population bi laaj na ko waxuma la sax war gi mu fi war a am waaye njaboot gi fi dëkk li fi dund ci doomu aadama ak i jur war na fi. On doit avoir de l'eau ici, c'est un droit, parce qu'on a assez d'habitants pour l'avoir. Une telle population doit aussi avoir de postes de santé, surtout une route qui pourra aider les femmes pour rallier le poste de santé de Koupentoum en cas d'accouchement. Le président de la République aussi ne doit pas nous oublier dans son programme d'électrification rurale. Personne n'est plus apte que nous parce que depuis 1912, on vit ici dans cette localité. Donc, qu'il nous vienne en aide. te dëkk yu gën a yeey ci dëkk yi ci courant amul fenn ni réew mi def fu ne di manifeste naan suñu dëkk bu ñu deful nangam kon ñii danañ ko def. Selon le porte-parole de la famille de Serigne Alioune Sy, il n'y aura pas d'émergence au Sénégal si l'État continue à marginaliser le monde rural qui représente pour la population sénégalaise les 70%. yoon su amut. Pour assurer aussi le transport des récoltes, il nous faut une bonne route. Et je pense que si l'on continue la route de Koupentoum qui passe par Boustan, Mbanda, Darul Mouhty, Darul Minan, tous nos récoltes pourront être transportées dans de meilleures conditions. Et je confirme qu'il ne peut pas y avoir d'émergence dans ces conditions. Un pays où 70% des populations sont des paysans. Si ces gens-là ne trouvent pas de moyens, l'émergence est impossible dans ce pays. Ah oui, et ceci même est la cause de l'exode rural. Les semences sont toujours en retard. Les machines ne viennent même pas qu'on nous donne les moyens comme tout le monde. Parce que nous aussi, on travaille pour l'intérêt du pays. Cette journée de prière est organisée chaque année dans cette localité, mais il nous semble que la famille en a marre de ces difficultés rencontrées par les populations de cette localité. El Bachir Amar, Touba Mbacké, Radio-Télévision Walfadjri. El Bachir Amar, 28e édition de la Ziara annuelle de Thierno Lamine Alpha Djigo à Demet. Les populations en ont profité pour déplorer l'enclavement de leur localité. La cité religieuse située à quelques encablures de la Mauritanie manque presque de tout. Voyons plus clair avec Abou Kane. Convaincu du caractère spirituel de sa mission de chef de confrérie islamique, fondée sur sa droiture, El Hadji Thierno Lamine Alpha Djigo a su, par sa droiture, sa sincérité et sa foi, se forger un destin de meneur d'homme. C'est cette figure emblématique dont on célèbre la 28e édition de la Ziara. El Hadji Oumar Sow revient ici sur l'enclavement qui a fini de pénaliser le développement de Demet. L'île Amos est caractérisée par son enclavement, qu'on peut dire, historique. Et ce qui est extraordinaire, que tous les régimes se sont passés. Lors du régime socialiste, on parlait du désenclavement de l'Amorphile par l'après-barrage, mais l'espoir était là, mais rien n'a été fait. Et aussi avec le régime de Maître Wade, l'on parlait de zéro bac pour désenclaver l'Amorphile, aussi ça n'a pas été fait. Durant chaque période hivernale, les populations de Gamou sont coupées du Sénégal. Elles s'approvisionnent en Mauritanie, soit en Mauritanie. Chaque période hivernale, 4 mois, ces populations sont coupées du reste du Sénégal. Pour ce conseil municipal de Demet est chargé de communication de la dite Ziara, désenclaver cette zone au fort potentiel économique est une chance pour le Sénégal. Et désenclaver l'île Amorphile, qui est caractérisée par l'eau et par la terre, c'est aujourd'hui donner une chance de développement durable pour le Sénégal. Pour ne pas dire dans la zone sahalienne, parce que ça peut être un grenier du Sénégal. Si on ne peut pas aller et venir, on ne peut pas être dans cette situation, aller et venir, faire donc du commerce et tout cela. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour l'État sénégalais de régler ça définitivement. La seule doléance aujourd'hui, c'est le désenclavement de l'Amorphile, puisque c'est un enclavement historique. Répondant aux nombreuses interpellations des populations locales face à leur isolement, Mamadou Dia, président du conseil départemental de Podor, fera savoir que les travaux de désenclavement de l'île Amorphile verront bientôt le jour à Podor Abou Kane pour la télévision Walfadjri.
Revenons sur le dialogue national prévu ce 28 mai. L'opposition attend d'y voir plus clair pour se prononcer et se désole du débat autour de la question. De l'autre côté, c'est le camp de la mouvance présidentielle qui encourage l'initiative, estimant que c'est une occasion pour trouver un consensus autour de l'essentiel. Un reportage signé Omar Kairé et Mami Kanté. L'opposition ne veut pas aller plus vite que la musique. Elle attend d'être saisie officiellement pour se prononcer sur le dialogue national que le président compte démarrer ce 28 mai. Si nous recevons une invitation formelle et officielle, évidemment, nous nous retrouverons pour en discuter. Il faut savoir que l'opposition est en train de travailler de façon très sérieuse pour renforcer son unité. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il faut examiner toute initiative qui nous viendrait du président de la République. Du côté de la mouvance présidentielle, on se félicite déjà de cette initiative. Et à un moment donné, il fallait regrouper l'ensemble des forces vives, les groupes organisés, pour discuter, pour échanger autour des différentes problématiques en cours dans ce pays. L'objectif recherché dans ce dialogue est de discuter afin de trouver un consensus sur les questions d'intérêt national, à en croire le député Abdoulaye Ndiaye. Et ça va permettre à l'ensemble de ces entités-là de donner un point de vue par rapport à la manière de pratiquer, mais par rapport également à l'essentiel. L'essentiel, c'est les dynamiques en cours qui participent au développement de ce pays. Mais Mamadou Diop Decroix opte pour la prudence. Nous savons ce que nous voulons. J'imagine que le pouvoir, veut organiser quelque chose, si tant est que c'est le cas, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, également pour ce qui le concerne. Les Sénégalais aussi, probablement, s'attendent à des résultats par rapport à un éventuel dialogue. Donc, il faut attendre. Le coordonnateur du FPDR se désole même de ce débat autour de ce dialogue qui, d'après lui, devrait être permanent. Ça apparaît comme quelque chose d'extraordinaire. C'est là le problème. Ce n'est pas le dialogue lui-même. Celui qui peut prendre l'initiative et qui ne la prend pas est forcément le responsable. Une position battue en brèche par Abdoulaye Ndiaye de l'APR. Initiative qui participe au renforcement de la stabilité politique et sociale du pays. C'est une initiative qui ouvre d'autres perspectives. Et quand il y a de la concertation, il y a des possibilités de réussir quand même les dynamiques mises en place. Dialogue national prévu ce 28 mai, le pouvoir encourage la démarche du chef de l'État. Mais l'opposition reste prudente et attend l'invitation et les termes de référence. Omar Kairé, cet appel au dialogue national a été bien accueilli par les citoyens et la société civile. Toutefois, Seydi Gassama précise que malgré les règles qui ont été fixées par le chef de l'État, le dialogue inclusif ne peut se faire sans le dossier Karim Wade. Un reportage de Diab Biteye et de Mami Kanté. Le dialogue avec toutes les forces vives de la nation annoncé par le président Macky Sall ne laisse pas indifférents citoyens et membres de la société civile. Selon Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal, cet appel du chef de l'État est venu à son heure. Nous faisons partie des gens qui ont appelé depuis 2 ans à ce qu'il y ait donc des concertations au sein de la classe politique, mais également avec la société civile, les syndicats, les chefs religieux, bref, toutes les forces vives de la nation, pour faire en sorte que les dissensions qu'on a observées depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, et qui ne sont pas seulement des dissensions avec le PDS, elles vont au-delà du PDS, mais aussi l'ébullition permanente du front syndical. Les préalables fixés par le président de la République semblent convenir à Ngagne Sow et Baye Saliumang. Ils estiment que le cas Karim Wade ne peut faire échouer le dialogue. Opposition bi dañu am ay idée dañu am ay xalaat seen xalaat yooyu bu ñu ko indee boole ko ak le président Macky Sall ñu bokk liggéey dafay jëriñ Sénégalais yëpp. mais war na mën a am te duñu wax waxi Karim Wade puisque Karim Wade nekkul intérêt principal bi
dafa am loo xamante ne moom la ko état bi di jiiñ ba di ko toppe bon moom warul bokk ci débat boobu nañu wax rek lu jëm réew mi kanam. Pour Seydi Gassama, malgré les règles fixées par le leader de l'APR, le dialogue inclusif peut bel et bien finir autour du dossier Wade Fils. Je crois que dans le cadre de ce dialogue pour les retrouvailles, le cas Karim Wade peut être discuté. 28 mai, date annoncée par le président de la République Macky Sall pour un dialogue avec la classe politique. Un appel qui suscite un ouf de soulagement du côté de la population qui espère voir une atmosphère politique moins tendue. Fès 2016, les pèlerins sont arrivés dans la cité religieuse avec une pluie de doléances. Ils veulent disposer des lieux d'hébergement autour de la Zawiya pour y effectuer les 5 prières quotidiennes. Les autorités marocaines qui les ont reçus promettent des solutions. Suivons notre envoyé spécial depuis Maroc, Mamoudou Makhtar Sarr. Les talibés tidianes du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et du Mali sont arrivés à Fès ce jeudi. Ils ont été accueillis par les autorités de cette ville. Une occasion saisie par les organisateurs de l'appel de Fès 2016 de soulever un certain nombre de doléances. La ville de Fès puisse davantage améliorer les conditions de séjour ici pour tous les gens qui viennent pour faire également la ziara ici au niveau de la Zawiya. Parce que comme vous le savez, on voudrait avoir également, c'est une demande, à côté de la Zawiya, plus d'hôtels, plus de maisons qui peuvent accueillir. Parce qu'on sait qu'au niveau de la Zawiya, nous n'avons pas ces installations qui nous permettraient à chaque heure de la prière de rentrer dans la Zawiya et puis de venir. Avec la nouvelle équipe également municipale, on voudrait qu'on nous assiste également au niveau de l'organisation, que vous vous impliquez davantage avec également des demandes de tarifs préférentiels également avec les compagnies aériennes pour que les billets d'avion puissent tomber très moins cher. Interpellés, les autorités de Fès rassurent. Parlementaire, en tant que vice-président de cette ville-là, je vais suivre ça de plus près pour que, Inch'Allah Ta'ala, dans plus bref délai, les conditions de séjour de nos frères que vous êtes soient de bonnes conditions. Et on sera toujours à vos écoutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura toujours des problèmes. Mais à chaque problème, il y aura des solutions, c'est certain. Ça, vous pouvez compter sur nous. Auparavant, ces talibés tidianes étaient à Rabat pour effectuer la ziara auprès de Sidi Ben Arabi, un des muqaddam de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Fi Nini Rabat. Sidi Arabi Ben Saïh, c'est un muqaddam de Cheikh qui est arrivé à l'époque après Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Sidi Arabi, à son époque lui-même, c'était la référence de la tariqa. Parce que les enfants de Cheikh avaient quitté le Maroc, comme Cheikh l'avait dit, ils ont rejoint l'Algérie. Donc la référence ici, c'était les muqaddam. À l'époque de Sidi Arabi Bessaïh, toute la Hadra Tijaniya lui avait reconnu totalement que c'était lui qui avait le titre de Khalif de la tariqa. Maroc, d'où vous a parlé Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. L'actualité sportive, c'est parti avec notre coach Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football CAN Junior 2017 pour débuter, les Lionceaux du Sénégal face aux Aiglons de Carthage à Tunis pour la manche aller. Oui, c'est demain à partir de 15h temps universel, Tunisie-Sénégal, CAN Junior éliminatoire 2017. Et voilà, nos Lionceaux vont aller chercher le bon résultat à Tunis, donc pour cette rencontre qui va les opposer aux Aiglons de Carthage. Et dans cette rencontre, vous savez, nos Lionceaux vont s'acclimater avec vraiment, ou bien trouver des repères, chercher des repères pour sur le terrain, le stade, sur la pelouse du stade Oued Elil. Donc, ce sera aujourd'hui à l'heure du match à 15h où nos Lionceaux vont jouer. Donc, on y reviendra plus amplement dans nos prochaines éditions.
de la Ligue, Jaraaf Jambar en attraction, c'est ce dimanche au stade Demba Diop. Oui, c'est la Coupe de la Ligue. Le championnat professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2 va marquer une pause le temps d'un week-end et c'est pour laisser place à la Coupe de la Ligue. Quart de finale dès ce samedi et dimanche avec le match choc entre le Jaraaf et le Jambar. Des équipes n'ont jamais remporté la Coupe de la Ligue, mais le Jaraaf a joué deux fois la finale de la Coupe de la Ligue. 2010 perdu devant le Casa Sport et 2011 perdu devant l'AS Pikine. Et donc les Verts et Blancs vont essayer de se qualifier pour une troisième finale de leur histoire. Jambar n'a jamais joué une finale de Coupe de la Ligue. Ça c'est le match choc de dimanche. Mais auparavant, ce samedi, au stade Demba Diop, retrouvailles entre le Yego de la SICAP et le stade de Bourg. Pourquoi retrouvailles? Parce que il y a de cela quelques jours, Yego avait éliminé Stade de Bourg en huitième de finale de la Coupe du Sénégal. Revanche pour les Mourois. Confirmation pour les Yego de la SICAP, on le saura demain à partir de 16h. À 18h, l'Olympique de Ngor, ça ne marche pas en championnat, va découdre avec l'équipe de GFC de Guédiawaye. Mais dimanche, à Louga, Ndiambour reçoit l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. En handisport, la discipline déroule sa feuille de route sans l'appui de l'État. Ah oui, effectivement, la saison de handisport bat son plein au Sénégal malgré le bon déroulement de ses activités qui est au dernier tournant. Les animateurs de cette discipline rencontrent des difficultés financières, mais avec les moyens du bord, les compétitions des différentes disciplines de handisport arrivent à leur terme. Le président et son équipe sont satisfaits, mais demandent à être logés à la même enseigne que les autres disciplines au Sénégal. Je vous propose un coup de gueule du président du handisport, Santy Agne. Il a fallu une longue bataille pour imposer le handisport. Et aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah, le handisport fait partie intégrante du tissu sportif sénégalais. Comment il se porte? Comme beaucoup de fédérations. Énormément de difficultés. Mais difficultés exacerbées par le fait que le handisport est pluridisciplinaire, pluricatégorie. Le football fait pratiquer le football. La fédération de basket fait pratiquer le basket. La fédération de judo fait pratiquer le judo. Nous pouvons pratiquer plusieurs disciplines. Le basket, le fauteuil, le torbal, l'athlétisme, le football pour les déficients auditifs, etc. Toutes choses qui font que dans une année, nous avons un programme extrêmement chargé. Mais malheureusement, nous vivons sans subvention pérenne de l'État, sans recette au guichet, ce qui aggrave nos difficultés. Mais bon an, mal an, nous arrivons quand même à multiplier de l'activité. C'est ainsi que, cette année, nous allons boucler la phase de poule du championnat handi-basket. Voilà, donc c'était le président Santy Agne qui dirige le handisport du Sénégal. Et nous allons terminer, cher Tidiane, avec les Jeux de dames. Début du championnat national de mai à Thiès. Un plateau relevé attend les férus des damiers. Oui, plus de 24 damistes des 9 régions du pays se réunissent à Thiès pendant une semaine pour les besoins du championnat national, une compétition qualificative pour les championnats d'Afrique en 2016 au Mali. Des ténors de la dite discipline participent à ces joutes nationales pour décrocher le titre de champion du Sénégal. 4 grands maîtres vont tenter de détrôner Modou Seck, le tenant du titre. Présentation du plateau de la compétition par le président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, Adama Gueye. Le championnat du Sénégal où tu as tous les grands maîtres qui sont là. Morsek est là avec une très grande forme. Ndiaga Samb qui est vice-champion du monde de partie rapide, qui vient de Turquie tout récemment.
Donc il y aura Abdoulaye Der qui est en préparation et qui cette année-ci, je crois, va faire un grand coup. Et après, il y a Bassirouba, le vieux renard, qui est là aussi et qui ne laisse rien aux jeunes. Si vous ajoutez le champion en titre, Modou Seck Gaïndé qui doit défendre son titre, Ibrahima Gaye qui vient de Turquie aussi, et qui représente la région de Dakar qui est là, Youssou Ndiaye Nar qui représente la région de Dakar qui est là, Abdoulaye Gaye, l'ancien, il fut champion du Sénégal, Abdoulaye Gaye, et ça c'est ce qu'on connaît, c'est le top aujourd'hui. Et maintenant, il y a les régions. Il y a les régions qui se disputent encore le championnat du Sénégal. Nous avions un budget de 4 millions et quelques. Voilà, c'était le président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, Adama Gueye, qui, je vous le rappelle, prépare le championnat du Sénégal avec des grands dames et surtout le favori n'est autre que Ndiaga Samb, vice-championne du monde de jeux rapides de Blitz. C'était tout simplement en Turquie. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive. Place maintenant à l'actualité internationale. C'est une synthèse de Marthe Diouf. L'actualité internationale en Afrique, au Nigeria, la rescapée de Chibok reçue par le président Muhammadu Buhari. Le président nigérien Muhammadu Buhari a reçu jeudi Amina Ali, l'une des 219 lycéennes de Chibok kidnappées par Boko Haram en 2014. Il a déclaré avoir de nouveaux espoirs de retrouver d'autres otages 2 ans après leur rapt. La jeune fille découverte mardi 17 mai par des milices locales et par l'armée est arrivée à Abuja par avion de Maiduguri, la capitale de l'État Borno, nord-est, avec sa mère Binta pour rencontrer le président dans sa résidence d'Assorok. Selon des responsables locaux, la jeune fille aujourd'hui âgée de 19 ans a affirmé à sa famille que la plupart des autres victimes se trouvaient toujours dans la forêt de Sambisa, un bastion de Boko Haram, mais que certaines d'entre elles étaient déjà mortes. En France, audition, Abdeslam garde le silence. L'audition de Salah Abdeslam est terminée. Il n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui et a indiqué qu'il le ferait plus tard, a déclaré vendredi l'un de ses avocats, Franck Berton. Et surtout a également refusé de préciser les raisons le conduisant à faire un tel usage de son droit au silence. Il a refusé de la même façon de confirmer les déclarations qu'il avait précédemment faites devant les policiers et devant le juge d'instruction belge, a-t-il ajouté. Selon le parquet, Salah Abdeslam n'a toutefois fait aucune promesse pour la suite et n'a pas pris l'engagement de s'exprimer dans l'avenir. Nous terminons ces informations en Amérique au Venezuela. Maduro menace de durcir l'état d'exception après les manifestations. Au lendemain des manifestations contre le président réprimé à travers le pays, l'opposition vénézuélienne veut maintenir la pression pour faire partir Nicolás Maduro. Celui-ci s'accroche au pouvoir et menace de renforcer les mesures de sécurité. Les chefs de l'opposition estiment que le Venezuela est aujourd'hui une bombe à retardement et que les gens ne peuvent par la voie démocratique tenter d'obtenir le départ de Nicolás Maduro. Marthe Diouf, merci. Place maintenant à la revue de la presse. Elle porte la signature de Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Emploi des jeunes, l'État avoue son échec, annonce Walfadjri à sa une. Le journal de Front de Terre parle du gouvernement et du secteur privé qui n'ont créé que 5% des nouveaux emplois. 234 260 emplois de 2012 à 2016 sur un objectif de 500 000. Le Populaire évoque les chiffres du gouvernement sur l'emploi et la lutte contre le chômage et plaque sur la table la viande d'âne qui installe la psychose dans la banlieue de Dakar. Des bouchers qui
accuse des responsables des abattoirs. 556 têtes d'ânes ont été abattues au niveau de la Sogas, soutient toujours dans le populaire Mbargoulo, directeur des services vétérinaires et de renchérir la vétérinaire, Dr Khady Senghor. Le risque d'attraper des zoonoses plane sur les populations, une maladie qui peut passer de l'animal à l'homme. Talla Cissé Abalan informe votre quotidien, Le Quotidien. Le directeur général de la Sogas explique que les malfaiteurs mélangeaient la viande d'âne et de bœuf désossé au moment où les abattoirs clandestins captent 50% du marché. De la viande d'âne mélangée et vendue au Foror Chaya, révèle encore le directeur général de la Sogas, Talla Cissé, dans Enquête. 55 tonnes de viande d'âne en circulation à Dakar, une grosse révélation du service d'élevage dans l'As. Ousseynou Niang, dans les colonnes de votre journal, fait savoir que la forte demande en viande et peau d'âne pousse un certain nombre de personnes à vouloir s'impliquer dans ce trafic et fixe l'unité à 35 000 francs. Dialogue national fixé au 28 mai, revient Walf Quotidien. Macky Sall cloué au pilori. Les attentes des politiques et de la société civile à lire à la page 3 du Populaire. Seydou Gueye procède au cadrage des modalités des contours du dialogue national, renseigne Sud Quotidien, au moment où Zoom Info fait un zoom sur la demande sociale et les promesses électorales et passe le témoin au témoin qui témoigne de la plainte contre X déposée par Anna Semoufei, victime d'une cybercriminalité, et des 5 milliards que réclame Chertal Djoum au maire de Dakar, Khalifa Sall, pour abus d'autorité, entrave à une décision de justice. Réumi Quotidien de renchérir. La ville de Dakar arrête les travaux de son centre commercial. Chertal Djoum réclame 5 milliards à Khalifa Sall et laisse la voie à Libération qui livre la bataille judiciaire autour d'une créance avec à l'appui des manœuvres à la sauce Jumbo contre la SGBS, et le Sénégal qui traque ses délinquants fiscaux. Dans Panama Papers, les impôts qui déclenchent plusieurs enquêtes. Cérémonie officielle de Gouyet Chérif, l'Observateur dans ses titres reparle des dessous de la bouderie du préfet de Tivaouane, Makan Bang, qui n'a pas pu supporter que le porte-parole minimise les efforts de l'État, parle comme si c'était Mamadou Mbengue Gueye, responsable apériste, qui avait tout pris en charge, boude la cérémonie. Madame Djiné tombe, mais sur la place, Grand Place, qui déclare après Boy Djiné, Madame et ses complices tombent dans les filets du commissariat de police de Pikine après avoir soutiré plus de 100 millions de francs CFA à leurs victimes. Sport, Stade, votre quotidien de sport, met dans ses affiches Fallou Diagne, le néo-international qui soutient être en sélection pour jouer. Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises, fait un zoom sur Yekini, Lac 2, Balla Gaye 2 et Modulo, 4 lutteurs qui n'ont jamais perdu à face. Terminons avec l'histoire du viol collectif de 2 frères qui se sont relayés sur une mineure âgée de 8 ans. À la descente de l'école, le grand frère a poussé contre son gré la fillette dans l'établissement désert. Il la bâillonne et demande à son genou d'enlever le slip de la petite pour la violer tour à tour en brandissant une arme blanche. À vos journaux, bonne lecture. Ramatoulaye Sarr, merci. C'est avec vous que se referme cette édition qui a été assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye, côté réalisation Ousmane Sen. Merci con esthétique à Aminata Mbaye. Retrouvez à 14h Seydina Omar Ba pour l'édition en Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal et nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.